Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes maintenant en direct pour ce webinaire spécial à l'occasion du Bicorp Month, où notre thème qui va nous occuper dans la prochaine heure à venir est de savoir comment les Bicorp vont au-delà du business as usual. Je suis en très bonne compagnie autour de cette table virtuelle et vous allez découvrir dans quelques instants justement qui sont mes invités aujourd'hui. Mais en attendant, on aimerait bien savoir justement qui est aussi autour de cette table virtuelle avec nous. Donc, n'hésitez pas dans Livestorm à poster dans le chat de quel endroit vous vous connectez. Et puis, vous pouvez dès à présent aussi poser vos questions dans l'onglet questions. On les prendra soit au fur et à mesure de la table ronde, soit on a un temps aussi dédié à la fin. Donc, n'hésitez pas à les poser ici. Et puis, c'est une discussion aussi interactive puisqu'on vous proposera quelques sondages pour avoir aussi, vous, votre opinion sur ce sujet et où est-ce que vous en êtes sur votre propre chemin d'impact. Donc, vous verrez les sondages apparaître sur le côté. Et je vois déjà quelques personnes qui nous saluent de Lausanne, pas très loin, en effet. Marseille, Toulouse, ah oui, on fait les quatre coins de la France. Je suis pour ma part, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, Sophie Conchon, la rédactrice de la lettre du sens à l'impact. Et je dois dire que ce thème du bicorpement de cette année, aller au-delà, me parle beaucoup puisque c'était l'objet de ma première lettre que je vous ai envoyée en 2020 pour ceux qui suivaient le projet dès ce moment-là. Et je profite aussi de ces quelques mots d'introduction pour rappeler pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément Bicorp ou qui en ont peut-être une vision partielle. Souvent, on retient le label, hein, donc ce petit signe entreprise B certifiée ou ce B que vous voyez sur certains produits. Mais c'est aussi une communauté qui est propulsée par l'ONG Bilab. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir autour de la table le représentant de l'association en France, en l'occurrence Thomas Brozard, coprésident de l'association. Tu nous présenteras justement dans quelques instants ton rôle. Et puis autour de la table aussi des membres de la communauté, donc suisse en l'occurrence pour Wiser Impact, française avec Lemon Tree et Norcis, et puis aussi Davines qui est aussi également membre de la communauté en Italie. Et puis, nous avons aussi, petite précision sur Bicorp, ce qu'on oublie souvent, c'est aussi un questionnaire de mesure d'impact, dont le petit nom est le B-Impact Assessment, le BIA, dont on aura l'occasion de reparler avec nos intervenants, puisqu'ils se sont tous et toutes soumis à l'exercice de le remplir avec des scores, vous allez voir, assez impressionnants. Ce mois Bicorp dont je vous parlais, allons au-delà. Ce que nous, on avait envie de vous proposer chez Wiser Impact, c'est de réfléchir à ce que ça veut dire d'aller au-delà de la RSE. Pour ces entreprises certifiées qui ont fait le pas, voir aussi comment le BIA, donc cet outil de mesure d'impact proposé par la communauté Bicorp, aide à valoriser non seulement vos pratiques opérationnelles, mais aussi l'impact plus large de votre modèle d'affaires. Et enfin, voir, et on le verra notamment avec l'équipe d'Avines, comment le mouvement Bicorp redéfinit la notion de compétition et montre comment on peut faire bouger les lignes d'un secteur en s'alliant plutôt qu'en jouant la compétition acharnée qui souvent résulte dans des impacts environnementaux négatifs. Autour de cette table, du coup, pour parler de ce sujet, je suis ravie d'accueillir du coup Thomas Brozard, qui est non seulement directeur permanent entreprise chez Norcis, tu vas nous dire justement qui est Norcis, mais aussi coprésident de l'association Bilab France, tu as été élu l'année passée. Est-ce que du coup tu peux nous dire ta vision du mouvement Bicorp avec ces deux casquettes et aussi qui est Norcis? Alors, salut tout le monde. Norcis, c'est une entreprise de services numériques. Pour faire très court, notre métier, ça consiste par exemple à accompagner les équipes de l'ADEME ou de l'assurance maladie dans la définition et la conception des systèmes d'information qui vont leur permettre de faire leur métier. Historiquement, on fait ça beaucoup dans le domaine de la santé, de la transition écologique de plus en plus et aussi du retail, par exemple, pour prendre un autre secteur. On est 650 collaborateurs sur une dizaine de sites en France et un site au Maroc. Voilà pour Norcis. Norcis a été certifié en 2019 et nous sommes en fin d'audit de recertification. Et donc tout ça par vif intérêt pour ce qu'est la communauté. Tu m'as demandé tout à l'heure en un mot, ce serait quoi pour toi Bicorp ? Je t'ai répondu game changer.
On y rentrera peut-être plus dans le détail après, mais la façon dont les entreprises sont auditées et certifiées, avec notamment la moitié de l'évaluation qui porte sur le business model, pour moi, change tout. J'ai fait 10 ans de conseil RSE avant et on avait un énorme plafond de verre qu'on n'arrivait pas à casser, c'est que la RSE s'intéressait à peu près à tous les sujets sauf l'impact du business et des offres de produits et services. Voilà, ça change tout parce que quand on met ça au cœur, on s'intéresse à là où l'entreprise a le plus de potentiel d'impact, négatif comme positif, parce que tout est décidé en fonction de l'offre, en fonction du business. Voilà, c'est ça, Bicorp. Merci beaucoup Thomas et en l'occurrence mettre on va dire l'impact au cœur de l'offre. Je pense que Augustin de Lemon Tree pourra nous en dire quelques mots. Augustin, est-ce que tu peux nous dire justement ce que vous faites chez Lemon Tree et puis toi ta vision du mouvement Bicorp que vous avez rejoint en 2016? Bonjour à tous. Alors Lemon Tree c'est aussi une entreprise de service. On propose des services aux entreprises pour améliorer leur gestion des déchets avec un sujet d'impact assez fort, environnemental et social, dont on se parlera un peu après. Donc, voilà, nos métiers, ils sont aussi tournés vers des sujets tech. On installe des automates de collecte pour récupérer notamment des emballages dans l'esprit de la consigne, sujet dont on se parle de plus en plus, qu'on essaie de pousser en France depuis plus de 10 ans. Et bah oui, tu le disais, on a rejoint Bicorp il y a de ça quelques années maintenant, et on progresse sur justement toute cette partie impact. Pour moi, Bicorp, je partageais un peu entre le sujet référentiel, c'est-à-dire que ça nous donne un cadre, ça nous permet de progresser, ça benchmark par rapport à nos pairs. Et puis le côté communauté, parce qu'évidemment, c'est aussi quelque chose de dynamique. Il y a un mouvement, il y a un partage. Et d'ailleurs, pareil, on voit qu'il y a de plus en plus de structures qui rejoignent Bicorp, et c'est tant mieux. Merci beaucoup, Augustin. Et je finis ce tour de table en me tournant vers Martha et Adèle du groupe Davines. Je vous laisse peut-être vous présenter chacune et votre rôle dans le projet Bicorp et puis nous dire aussi qui est Davines et votre vision du mouvement Bicorp, sachant qu'il y en a une qui est arrivée plus récemment. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir vos deux regards. Du coup, moi, je suis Adèle, je travaille chez Davines France depuis 10 ans. Je suis responsable service client et administration. Et depuis 2016, l'année de notre certification, je suis responsable de Bicorp pour la France. Donc concrètement, je collecte les différentes informations auprès des services de l'entreprise et je remplis le fameux BIA. Et depuis cette année, donc, j'ai eu la chance d'être rejoint par Martha qui va en dire plus sur Davines et se présenter. Oui, bonjour à tous. Moi, c'est Martha. Je suis responsable de communication de la filiale France de Davines. Et cette année, j'ai rejoint le team Bicorp, l'équipe Bicorp en tant que Sustainability Activator. Mon rôle au sein de l'équipe Bicorp, c'est celui de pouvoir diffuser l'information autour de la certification et et parler de toutes les activités qui y sont liées aussi. Je vais vous dire aussi quelques mots sur Davines. Donc, Davines est une marque de produits capillaires et pour la peau qui a été fondée en 1983 en Italie, à Parme. Et cette année, c'est notre 40e anniversaire. C'est une marque pour les professionnels donc de la coiffure et de l'esthétique c'est aussi une entreprise familiale parce que elle a été fondée par Gianni et Silvana Bollati en 83 et aujourd'hui notre président d'entreprise est Davide Bollati, donc le fils des deux fondateurs. Cette dimension est très importante pour nous en tant qu'entreprise parce que ça retranscrit aussi une partie de nos valeurs qui sont aussi dans l'ADN de la marque, qui sont restées dans l'ADN de la marque jusqu'à présent.
C'est une entreprise qui est très, malgré qu'elle soit dans les cosmétiques, et qui est très tournée vers l'engagement environnemental, que ce soit par ses produits, mais aussi par tous les projets corollaires qu'on développe justement pour soutenir la transition climatique, notamment. Et cette notion de durabilité, elle a été introduite il y a assez longtemps pour la marque Davines. Donc, déjà en 2004, nous avons adopté la devise Sustainable Beauty pour définir en fait notre business et aussi nos produits. Et on va avoir l'occasion du coup de revenir dessus plus en profondeur. Et pour finir ce tour de table, du coup, l'une et l'autre, Bicorp en un mot, ça serait quoi pour vous? On y a réfléchi tout à l'heure. On s'est dit qu'innovant, c'était un mot qui pouvait très bien définir cette certification parce que effectivement, ce qu'on cherchait avec Bicorp, c'était une certification qui puisse englober à la fois la partie environnement, mais aussi l'humain. Et ce côté humain, humaniste, carrément, c'est vraiment quelque chose qui est, comme je le disais, très important dans l'esprit de l'entreprise parce que c'est encore une grande famille. Et donc, effectivement, ça nous permet d'allier les deux. Merci beaucoup, et je clôturerai, moi, en vous partageant, mon mot sur Bicorp, qui est, c'est un sommet, et donc une étape sur un chemin de transformation et qui a je dirais la force de motiver et d'embarquer les troupes vers, un objectif commun, sachant qu'on va le voir justement, cet objectif, il se rejoue aussi avec, chaque recertification et comme vous le voyez à l'écran, en fait, autour de la table, vous avez des entreprises de cette communauté qui sont chacune un peu à des stades différents dans leur chemin au sein de cette communauté. Je commencerai de façon pas très polie par Wiser Impact, mais parce qu'on est au tout début. Nous, on est en train de passer le premier audit de certification. On s'est créé en tant que Bicorp Pending dès le départ. Et là, donc, j'ose espérer qu'on pourra vous annoncer à l'été notre première certification. Derrière nous, on a plutôt Nord6 qui s'est certifié effectivement en 2019 et actuellement aussi dans ce process de recertification. Et puis, vous voyez Davines et Lemon Tree qui ont déjà en fait 2 exercices dans les pattes, si je puis dire, donc qui s'orientent plutôt vers leur 3e sommet de certification. Et comme on aura l'occasion d'en discuter, vous avez à chaque fois progressé, puisque cette notion de progression est aussi très importante pour le mouvement. Et ce mouvement, en fait, compte 6500 entreprises certifiées dans le monde, donc une jolie progression exponentielle si on regarde, notamment avec une belle inflexion depuis 2019, et représentée dans 150 industries et plus de 75 pays, avec du coup des entreprises d'un peu toutes les tailles. Maintenant, premier petit sondage de cette table ronde pour vous, pour faire un peu plus connaissance, sachant que j'ai vu des gens connectés aussi depuis le Sénégal. Bonjour le Sénégal, ça fait plaisir de vous voir. Donc dites-nous si vous faites partie plutôt d'une PME, d'une ETI, d'une grande entreprise, ou si vous êtes vous-même un accompagnateur sur soit le chemin Bicorp ou sur un chemin plus large de transformation. Je salue notamment les B-leaders qui sont connectés, que j'ai eu l'occasion de former ces derniers temps. Bienvenue et j'espère que vous en tirerez des compléments sur la formation. Et puis, passons maintenant à cette partie témoignage. Les uns les autres vont vous partager justement comment leur Bicorp va au-delà du business as usual. Et je propose de commencer par toi, Thomas, le retour d'expérience de Nord6 avec une première question. Qui est justement chez Nord6, dans les pratiques que vous avez mises en place. Déjà, est-ce que tu peux nous raconter comment vous en êtes venu à vous certifier Bicorp? Parce que vous êtes pas mal engagé dans la RSE depuis assez longtemps. Mais qu'est-ce qui vous a amené vers Bicorp? En fait, Nord6 faisait l'audit RSE ISO 26000 depuis, je crois, 2013. Et dès le premier audit, on avait obtenu, je dirais, le niveau exemplaire. Alors, c'était satisfaisant, mais ceci étant, ça ne vous aide pas beaucoup à progresser. Et quand ça arrive 2-3 fois de suite, se pose la question de comment on va aller plus loin. Et bon, vous avez bien compris mon interprétation actuelle de ce que peut être la RSE par rapport à d'autres dispositifs qui émergent fortement ces dernières années, comme Bicorp ou les sociétés à mission. Donc, en fait, la question, c'était sur quoi on se base pour aller plus loin, pour continuer à progresser. Et moi, je suis rentré chez Nord6 après 10 ans de conseil, donc en 2017.
en arrivant avec l'idée qu'il fallait se frotter à Bicorp pour voir notamment si, au regard de nos activités commerciales, on était dans les clous ou pas de ce que peut être une entreprise engagée au sens de Bicorp. Et bon, vous avez vu les scores. Déjà, d'ailleurs, je félicite beaucoup Davines et Lemon Tree pour le niveau de leur score, parce que pour avoir ça, il faut être très, très bon. Et j'espère qu'on pourra annoncer un beau score aussi bientôt. Je vois le progrès entre le premier et le deuxième. Si on fait aussi bien qu'eux, ça sera top. Mais tout ça étant finalement presque anecdotique au regard de ce que ça veut dire des engagements, des investissements et des stratégies pensées par ces entreprises pour contribuer par leur business à l'intérêt général. Parce que c'est ça qui finalement est l'ambition ultime. C'est qu'à travers l'activité de l'entreprise, on contribue le plus possible à l'intérêt général. C'est ça que mesure Bicorp. Donc nous, on avait besoin de se frotter à ça et c'est pour ça qu'on l'a fait. C'est pour ça qu'en 2020, on l'a enrichi avec la qualité de société à mission. Et les deux se complètent exceptionnellement bien. Si d'ailleurs ça en intéresse certains, on a fait un webinaire en juillet dernier avec 2 autres dirigeantes sur Bicorp et société à mission. Quel est l'intérêt de faire les deux? Et puis en fait, nous, sur ce chemin-là, à un moment donné, il nous manquait un truc, c'était la co-construction de toute la stratégie de l'entreprise avec les équipes. Et c'est là qu'on a inventé un modèle inspiré de la permaculture qui s'appelle la perma-entreprise, qu'on l'a appliqué chez nous et que ça a été tellement exceptionnel de mobilisation, d'enthousiasme, d'idées nouvelles, d'innovation, qu'on en a fait un livre dans lequel on a même mis la méthode, parce que pour contribuer à l'intérêt général, on s'est dit, soit on fait une activité de conseil avec ça et on fait du business, soit on rend le tout très accessible au plus grand nombre. Et donc, on a fait le choix numéro 2. Voilà comment on va au-delà du business à Jujuol, parce que très sincèrement, en 2 ans, là, on pouvait monter une activité et faire vite du chiffre d'affaires avec ça. Et on s'est refusé à ça, on a renoncé à ça pour surtout le rendre le plus largement accessible avec le bouquin. Et donc justement, c'est ce qu'on voit, le dessin qui est sur la gauche, c'est un extrait du livre. Pour toi, donc vous, on va dire, l'impératif de bouger, il est venu du fait que vous voulez vous challenger. Vous étiez déjà exemplaire en matière de RSE, mais pour une entreprise qui, je veux dire, travaille encore ces sujets de RSE, pourquoi pour toi, il est urgent de passer à l'étape d'après, qui est assez bien représentée sur ce schéma, d'aller au-delà en fait de la RSE? Parce qu'on voit bien qu'on vit une époque où je trouve que les conditions sociales et environnementales se dégradent à vitesse grand V et de façon de plus en plus visible. Et donc, dans la mesure où un certain nombre de ces dégradations proviennent des comportements et des stratégies historiques des entreprises qui concentrent la richesse sur quelques personnes, qui se soucient trop peu de l'impact environnemental de leurs activités et drivent toutes les décisions en fonction d'objectifs financiers, il est plus qu'urgent que ces entreprises se réinventent pour ne plus contribuer à augmenter les dégradations sociales et environnementales, mais deviennent des apporteurs de solutions. C'est d'autant plus urgent qu'on voit bien que sur certains sujets, les États sont quasi inopérants ou en tout cas beaucoup trop lents. Et bon, quand on est dans des processus démocratiques, ça peut se comprendre. Mais voyez comment les entreprises, par exemple, au moment du Covid, se sont réinventées parfois en quelques semaines sur leur mode de travail ou leurs offres. Un État, des ONG, des associations n'ont pas cette agilité, n'ont pas les moyens de migrer, de shifter aussi vite. Donc, en fait, les entreprises, si elles deviennent sincères et se donnent les moyens avec les bons outils pour faire ça, peuvent de façon très, très rapide devenir des solutions plutôt que des contributrices des problèmes. Voilà pourquoi je pense que c'est urgent et que Bicorp, mais comme d'autres outils, sont de formidables solutions dont il faut s'inspirer quand on devient sérieux sur la question de la réponse aux enjeux sociaux et environnementaux. Et justement, vous, chez Norcis, dans la façon dont vous avez été challengé par la certification, qu'est-ce que vous avez fait différemment et qu'est-ce qui est peut-être un peu singulier dans votre modèle de développement? Je pense notamment sur vos pratiques de gouvernance. Bon, alors en termes de gouvernance, c'est qu'en fait, la stratégie, déjà, donc elle se co-construit entre 50 et 200 personnes impliquées sur les 650. Donc déjà, en termes de processus de co-construction de tout le projet d'entreprise, je pense qu'on est sur un niveau de participation qui est très fort. La deuxième, c'est la conduite de cette stratégie. Et là aussi, il y a beaucoup de personnes chez nous qui participent activement, pas tant qu'à l'idéation ou à la proposition, mais aux décisions qui sont prises pour orienter la stratégie. Ensuite, mais je voudrais prendre 1 ou 2 exemples très concrets parce qu'on est sur un thème qui est au-delà du business as usual. Bon, chez nous, le truc le plus structurant qui s'est passé ces dernières années, ça a été la création d'un conseil éthique.
Et je dis bien un conseil et pas un comité comme on voit bien souvent ailleurs, parce que le rôle de ce conseil, c'est d'être une force de conseil interne pour tous les autres organes de gouvernance de l'entreprise sur des choix structurants à faire pour être beaucoup plus alignés avec le projet que l'on mène, qui en gros est intégralement structuré autour du modèle permanent. Pour ça, en gros, il y a 3 éthiques indissociables à respecter. Et là, c'est une grosse marche supplémentaire par rapport à la RSE, où on est en People, Planet, Profit. Maintenant, le logiciel de décision, c'est People, Planet et Limit. Et je vous donne 1 ou 2 exemples. L'année dernière, par exemple, il y a eu 4 cas de business franchement faciles à faire, c'est-à-dire on n'est pas mis en concurrence, on nous appelle pour faire de la presta et on a refusé parce que le projet pouvait être source de trop d'émissions de gaz à effet de serre, parce que l'entreprise qui nous démarchait avait un modèle fiscal un peu douteux avec une filiale à Malte et une en Suisse. Pardon, Sophie. Heureusement, ce n'est pas le cas de toutes les boîtes suisses. Heureusement, ce n'est pas le cas de toutes les boîtes, mais c'est plus le fait qu'il y avait le binôme entre ces 2 pays, alors que les bureaux étaient en France, qui nous a mis la puce à l'oreille. Et ça, pour nous, ça ne va pas le sens de la redistribution de la richesse. Sur le territoire. Voilà, ou parce que l'interlocutrice, en l'occurrence chez l'entreprise qui nous démarchait, avait eu des postures humaines un petit peu virulentes vis-à-vis des équipes qu'elle allait faire travailler, et on s'est dit non, ça va mal se passer. Donc, vous voyez, ça, c'est des renoncements de business, et je pourrais citer d'autres formes de renoncement, mais je vais laisser beaucoup plus le temps de parole aux autres. Peut-être juste une dernière chose qui est importante, c'est que tout ça, il faut que ça soit fait en restant performant, parce qu'une entreprise qui dédie tout à l'intérêt général, si elle n'est pas rentable, ça ne tient plus la route, tout s'écroule. Et moi, ce que j'aimerais partager avec ceux qui nous écoutent, c'est qu'aujourd'hui, Nord6, si je compare à notre secteur d'activité, on a une croissance qui est plus stable et assez linéaire, donc on peut vraiment assurer un développement pérenne et maîtrisé de l'entreprise avec tout ce que ça implique d'avantages derrière. On a un taux de turnover qui est 2 fois moins élevé que la moyenne dans notre secteur d'activité, donc vous imaginez bien que ça a une valeur très importante, très forte. Et on mesure aussi un truc intéressant que je conseille à tout le monde, c'est la corrélation directe entre le K-euro ou le million d'euros de chiffre d'affaires et les émissions de CO2 associées pour y arriver. Voilà. Et tout ça, on a des niveaux de performance qui sont meilleurs que nos concurrents. Et je pense sincèrement que ça montre bien qu'on peut être à la fois très investi d'un projet au service de l'intérêt général, mais qui reste performant pour que l'entreprise soit pérenne. Et justement, sur ce dernier indicateur, je me permets une question additionnelle. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment vous le faites et même aussi comment vous redescendez l'information aux collaborateurs? Alors, c'est un indicateur tout nouveau, donc je n'irai pas jusqu'à la redescente au collab. Je compte mener des actions là-dessus dans les mois qui viennent. Mais l'idée, c'est qu'on mesure notre bilan carbone depuis 2006. Donc, ça fait longtemps. Aujourd'hui, on est à des niveaux quasiment incompressibles d'émissions. Donc, après, on a une stratégie de contribution au bas carbone parce qu'on finance la transition écologique de fermes agricoles à côté de nos bureaux ou ce genre de choses, plutôt que des arbres à l'autre bout du monde. Petit message au passage sur la compensation. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, voilà, pour 1 million de chiffre d'affaires, combien d'émissions, combien de tonnes de CO2 on émet? Et ça, pour moi, c'est la meilleure façon derrière d'embarquer les équipes sur des réflexions plus profondes sur l'intensité carbone de notre activité et des projets que l'on fait. C'est ce qu'on appelle souvent le scope 3 après. C'est l'intensité carbone des services que l'on développe. Et ça, c'est très, très difficile à travailler parce que nos clients sont aujourd'hui, en gros, assez peu intéressés par la question. Donc, moi, je vais travailler avec cet indicateur pour beaucoup plus pousser le curseur sur notre rôle vis-à-vis des clients et vis-à-vis des utilisateurs finaux de nos solutions. Ouais, et sur le repartage aux équipes, ce que tu m'avais partagé, c'est dans les émissions qu'elles peuvent produire dans leur quotidien, les déplacements, etc. Vous avez justement innové en proposant la redescente de ce type d'informations, ce qui est assez, je dirais, original. Oui, on a un outil de reporting des projets que font les collabs. Et en fait, on a imbriqué un petit module où, en gros, chaque jour, en mettant tes modes de transport, tu vas savoir quelle est l'intensité carbone de ta journée selon les équipements que tu as utilisés, selon les déplacements. Et ensuite, en fin d'année, on vient ventiler l'ensemble des émissions du groupe en énergie, en déchets, etc. sur chacun. Et donc, chacun peut voir l'intensité carbone de son job au quotidien. Et donc, pour tous celles et ceux qui ont déjà testé l'atelier 2 tonnes, qui vous permet de faire votre bilan carbone et de voir comment on le réduit pour atteindre cet objectif mondial d'ici 2050, c'est chouette parce que souvent la question vient, mais au fait, c'est quoi l'empreinte de mon activité professionnelle? Donc, chez Nord6, en fait, on vous la calcule automatiquement. Donc, merci pour ce partage. Et peut-être une dernière question cette fois-ci avec ta casquette de coprésident de
Bilab France. On voit ta coprésidente en image, donc Camilla, qui vous avez été élue du coup l'année passée. Est-ce que tu peux nous dire peut-être dans les outils qui sont proposés ou les façons de faire du mouvement Bicorp, comment on équipe les entreprises pour aller vers peut-être même une posture de radicalité sur ces sujets? Ouais, il y a plusieurs choses, mais une fois de plus, je veux pas être trop long parce que tout le monde doit avoir autant la parole que moi. Euh, ce en quoi je crois le plus fort, c'est l'intégration, voire la considération très importante qui est portée sur l'impact du business. Ça, pour moi, c'est un changement radical par rapport à tout ce qui se fait depuis 30 ans. Hein. La RSE, le développement durable dans l'entreprise, ça fait 30 ans que ça existe. Hein. Donc ça, pour moi, c'est une vraie grande différence. Un autre aspect, c'est que chaque année, les standards sont mis à jour. Donc, si vous êtes mature sur un sujet en année N, il se peut qu'en année N plus 1, vous soyez plus au niveau de ce qu'attend le mouvement des Bicorp, hein, au regard des évolutions de ce qu'on appelle le B-Impact Assessment, qui est l'outil d'évaluation. Et il y a un changement majeur qui est à l'œuvre, et là, en plus, qui est le fruit d'une co-construction avec la communauté au niveau mondial, c'est l'évolution de l'ensemble du dispositif d'évaluation qui aujourd'hui est structuré par thématique et par partie prenante et qui fait que vous n'êtes pas forcément dans l'obligation d'être performant sur des sujets clés. Vous devez avoir une maturité moyenne avec les fameux 80 points. Or, aujourd'hui, je vais vous poser la question telle que je le pense. Est-ce qu'on peut considérer qu'une entreprise est vraiment engagée pour l'homme et pour la planète si elle n'a pas un bilan carbone? Moi, je crois que non. Et c'est pour ça que les standards qui vont être mis à jour et qui vont entrer en vigueur normalement l'année prochaine, c'est une refonte totale du référentiel. Donc, imaginez bien, aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas d'autre référentiel qui se réinvente à ce point-là. On va imposer que sur 12 à 15 thématiques, toutes les entreprises aient un niveau de maturité moyen, minimum. Donc, si vous n'avez pas une certaine maturité sur l'inclusion et la diversité, sur le climat, sur la gouvernance, etc., vous ne pourrez plus être Bicorp. Ça, pour moi, c'est un changement radical et c'est un changement qui est un signal extrêmement fort au regard de comment on peut rendre les entreprises contributives de l'intérêt général. Et du coup, faire de ce mouvement aussi un mouvement qui montre la voie face à l'urgence, en fait, l'urgence climatique, mais pas que, les autres crises environnementales et aussi sociales que nous traversons. Merci pour ce partage, Thomas. Et j'ai envie de vous partager dorénavant un autre sondage pour vous, une réflexion ouverte. Ceux qui nous écoutent, c'est est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que votre entreprise va au-delà du business as usual? Est-ce que c'est en l'occurrence systématiquement? Oui, sur certaines pratiques. Pas encore, mais vous y aspirez? Ou vous avez du mal finalement à vous dire, mais finalement, c'est quoi le business as usual dans mon secteur, dans mon pays? Je vous laisse du coup compléter le sondage, soumettre au vote et vous verrez du coup les réponses des autres participants. Et pendant ce temps-là, je vous propose maintenant je me tourne vers Augustin de Lemon Tree. Justement, Augustin, vous, dans vos choix de gouvernance, vous avez fait le choix d'être à la fois certifié Bicorp, mais aussi d'être labellisé ESUS. Et donc, est-ce que tu peux nous dire en quoi ces deux approches sont complémentaires? Et ce qu'on voit justement à l'écran, c'est votre raison d'être telle qu'elle est écrite dans vos statuts et aussi votre pratique de gouvernance partagée. Donc, complémentarité de ces deux approches et pourquoi ce choix? Alors, effectivement, au moment où on s'est dit on fait des choses engagées sur différents plans, la partie environnementale qui est au cœur de notre activité, la partie sociale qui est venue au fur et à mesure se renforcer, s'est posé ensuite la question de dire comment est-ce qu'on certifie ça, comment est-ce qu'on prouve, et puis comment est-ce qu'on se met en chemin pour continuer à le faire progresser, comme le disait bien Thomas. Et on a effectivement retenu deux tampons. Je ne réduis pas Bicorp par un tampon. Mais effectivement, il y avait aussi le choix de l'entreprise à mission, etc. On a retenu ESUS et Bicorp. Donc, ESUS,
c'est vraiment sur la partie environnementale, sur la partie sociale. Si on compare les deux, il y en a un qui est quand même un peu plus international, déjà. Bicorp, voilà, c'est un mouvement qui est mondial, là où l'entreprise solidaire d'utilité sociale, rien que dans son nom, on comprend bien que c'est beaucoup plus franco-français, ou en tout cas francophone. Et ça nous intéressait d'abord parce qu'on est en France, on opère quasi exclusivement en France, donc d'avoir aussi quelque chose qui soit français. Et puis en même temps, beaucoup de nos clients sont aussi des grandes entreprises internationales et le référentiel Bicorp leur parle. La deuxième dimension, c'est qu'effectivement, on n'est pas tout à fait sur le même niveau de contraintes. ESUS, c'est beaucoup plus contraignant que Bicorp. Vous avez beaucoup de structures Bicorp qui ne pourraient pas être ESUS. Et l'inverse est moins vrai. Notamment parce que effectivement, il y a des contraintes statutaires fortes sur des sujets d'encadrement de la lucrativité, par exemple. Thomas disait, c'est intéressant de voir les choix qui sont faits, par exemple des business qui pourraient être très intéressants, très lucratifs, mais on y renonce. Le sujet de l'ESUS, il va même un peu plus loin parce qu'il contraint dans des écarts de salaire, donc des niveaux de rémunération, il contraint dans ce que vous faites de l'argent que vous gagnez. À qui ça profite? Est-ce que ça remonte sous forme de dividendes? Est-ce que ça reste dans l'entreprise? Est-ce que ça profite au travail? Donc voilà, c'est un cadre juridique qui est quand même beaucoup plus fort. Et on se parle vraiment d'économie sociale et solidaire. Donc, vous comprendrez bien, et ce sera un des sujets qu'on va aborder, que sur la partie workers, forcément, nous, on a un score qui est très élevé parce que cette dimension ESS se manifeste bien dans une des dimensions du label Bicorp. Voilà. Et à l'inverse, Bicorp est plus holistique, je dirais. Il y a une approche un petit peu plus globale. Donc voilà, ça fait un certain nombre de différences et du coup de compléments. Et ça nous paraissait intéressant d'avoir les deux. Après, on pourrait en avoir plus. Il y a aussi, on se limite aussi parce qu'il y a des frais associés dans chacun des dimensions. Et puis, voilà, on ne veut pas non plus perdre en lisibilité. C'est-à-dire, 2, c'est déjà pas mal. Et puis, démultiplier aussi les référentiels, le temps passé. Alors évidemment, il y a une porosité forte. Quand on fait le travail pour un, ça marche aussi pour les autres, mais c'est pas aussi simple que ça. Et la taille de notre structure ne permet pas non plus de passer notre vie à faire du reporting et de la mesure d'impact. C'est pas la finalité, effectivement. Ouais. L'idée que ça se vienne en soutien, mais que ça ne prenne pas toute la bande passante des équipes. Mais alors, c'est en ayant fait ce choix ESUS et Bicorp, ce qu'on peut quand même noter, et je vais montrer votre score actuel à l'écran, c'est que vous avez fait un bond assez impressionnant entre vos deux certifications. Donc le premier score, on le voit, il est tout en bas. Ça, c'est une capture d'écran de votre profil public. Vous étiez du coup à 95, donc sous cette barre des 100. Et maintenant, vous êtes à 130 points. Est-ce que tu peux nous dire justement, en l'espace de 3 ans, les grands chantiers sur lesquels vous vous êtes amélioré et comment vous avez fait pour faire un tel bond en progression? Oui, alors il y a deux choses. Quand on a démarré en 2016, on était encore moins structuré pour suivre nos impacts. Donc en fait, il y a un certain nombre de choses. La nature de notre activité et la façon dont on l'opère, on se doutait bien qu'on allait pouvoir être labellisé.
toute l'énergie de l'entreprise est fléchée vers la dimension environnementale et maintenant la dimension sociale. Donc, voilà, c'était un peu ça le début de notre réflexion, de se dire où on en est. Et en faisant le premier assessment, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qu'on faisait, mais sur lesquelles on n'avait pas forcément de preuves à apporter. C'est-à-dire que ça n'était pas documenté, ça n'était pas particulièrement suivi, c'était fait de façon, on va dire, plutôt instinctive, et donc, il y a toute une partie des points du BIA qui nous échappaient parce qu'on n'avait pas forcément des éléments à mettre en face. Donc ça, c'est la première explication. Et la deuxième, c'est qu'effectivement, en 2016, ça correspond à l'année de lancement de Lemonade, donc qui est une entreprise d'insertion qui a pour but d'accompagner en fait des personnes éloignées de l'emploi vers des métiers, vers des métiers de l'économie circulaire et surtout de l'emploi durable. Et là, dans notre premier score, cette dimension-là n'existait pas. On a immatriculé Lemonade en juillet 2016. On a lancé l'activité en 2017. Donc, pour comprendre, hein, je rappelle juste le métier de Lemon Tree. En fait, on a deux activités. On fait du pilotage de déchets pour les entreprises, beaucoup des entreprises tertiaires, et on est un peu le guichet unique pour améliorer la performance environnementale et sociale de votre gestion de déchets. Donc, c'est des grosses et des moins grosses boîtes qui nous appellent, qui nous donnent les clés de leurs déchets et on regarde d'où on part et on les emmène vers plus de valorisation matière, vers une typologie plus large de déchets qu'on traite. Essayer en fait, notre mission, je ne sais pas si elle a été écrite aussi clairement, mais c'est vraiment de sortir, voilà, d'éviter le gaspillage des ressources, donc de sortir en fait de l'enfouissement, de l'incinération, des ressources qui peuvent être mieux utilisées. Donc de travailler sur du recyclage, sur du réemploi et aussi sur de la réduction. Enfin, sur le sujet du business as usual, il n'y a pas beaucoup de boîtes de déchets qui vous proposent de les réduire. Parce que c'est leur business, plus il y a de déchets, plus ils gagnent d'argent. Et nous, justement, on accompagne nos clients pour finalement qu'ils diminuent notre chiffre d'affaires. En effet, ouais, c'est une pratique assez pas business as usual. Oui, les gens nous disent vous êtes fous, vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assis. Et en fait, je pense que c'est tout le contraire. Et justement, les gens viennent nous chercher parce que finalement, on apporte de la performance à tous les niveaux, sur l'environnement, sur le social et aussi sur l'économique. Nos clients, ils font des économies en travaillant avec nous. Et donc, si je reviens sur le sujet de Lemonade, ça nous a fait faire un bond considérable sur la catégorie des collaborateurs. Et en plus, on a activé un IBM. Donc voilà, je ne sais pas à quel point tout le monde est familier avec ces sujets, mais ça veut dire qu'au cœur de notre activité, on retrouve l'impact. Et donc là, c'est le fait qu'une partie en fait de notre activité est d'accueillir des gens éloignés de l'emploi et de travailler sur tout ce qui est frein périphérique. Donc, c'est des sujets comme des sujets de santé, des sujets de logement, des sujets de complexité administrative, des sujets de barrière de la langue. Il y a tout un tas de choses. Et il y a des personnes qui font de l'accompagnement social chez nous, qui sont donc payées pour travailler sur ces sujets très, très, très directement. À la fois des encadrants techniques d'insertion, ce qu'on appelle les ETI, et à la fois des CIP, donc des chargés d'insertion professionnelle, et qui travaillent l'un sur la partie professionnelle, l'autre sur la partie plutôt personnelle pour lever ces freins périphériques à l'emploi.
Et à la fin, ça donne des résultats qui sont très intéressants, hein. On a donc 137 personnes qui ont été… Depuis 2017, depuis le lancement voilà. de vos… Ok. Donc, Lemon Tree, c'est 130 collaborateurs. Et donc 137 personnes qui sont passées dans le dispositif. On a un taux de retour dans ce qu'on appelle les sorties dynamiques, qui est de 70%. Donc les gens qui rentrent dans notre programme ont quand même une probabilité assez forte de ressortir avec des dispositions bien meilleures, parce qu'une sortie dynamique, c'est soit un retour en emploi, soit on prolonge dans une formation qualifiante, soit on continue dans une autre structure qui vous apporte une structure d'accompagnement professionnel. Mais globalement, c'est voilà, ce qu'on dit en bon français, quoi. C'est de l'empowerment et c'est plutôt une réussite, hein. Aujourd'hui, on va continuer à pousser et à maximiser l'impact social à travers cette structure. Ok, juste une dernière question sur cette structure. En quoi consiste le parcours que suivent les personnes qui arrivent dans la structure Lemonade? Alors, c'est un programme de transition. Une transition parce que les gens arrivent avec différents parcours, différents bagages, hein, et on est un peu un tremplin vers l'emploi durable. Très concrètement, c'est pas mal lié aux activités logistiques de Lemon Tree. Donc, c'est des personnes qui assurent des fonctions de chauffeur-collecteur, agent de manutention. Donc, par exemple, on leur fait passer systématiquement le CACES, qui est un permis qui donne droit de conduire des engins de manutention en entrepôt, des Fenwick, etc. Donc ça, derrière, ça débouche en fait sur toute une palette de métiers. On essaie de coller à des référentiels qui emploient massivement. Quand vous êtes… ça correspond à ce qu'on peut appeler cariste magasinier. Et ça, c'est des structures, enfin, c'est des métiers qui embauchent pas mal. Il y a aussi toute une dimension sur le tri. Donc, le référentiel, c'est plutôt agent de tri. Donc, vous contrôlez la qualité de la matière. Vous appliquez plutôt du surtri, parce que chez nous, ça arrive bien trié. Et en revanche, il faut parfois mettre une dernière main. Et puis, tout ce qui est lié au conditionnement. Donc là, vous êtes au contact de machines pour mettre en balle, faire des gros cubes, pour broyer de la matière, pour en fait préparer cette matière pour qu'elle rejoigne une industrie de transformation ou un centre de lavage. Ouais. Donc voilà, ça fait une palette assez diverse de métiers. Et du coup, ça multiplie aussi les débouchés et les perspectives en sortie. Ouais. Et d'où ce taux assez impressionnant, au-delà de l'accompagnement aussi, de retour en emploi ou de sortie dynamique, en tout cas, comme tu l'expliquais. Et je précise, parce que tu parles de l'accompagnement, qu'effectivement, c'est aussi une façon de faire où nous, on met le paquet sur la partie formation et accompagnement. C'est 15 à 20% du temps de travail qui est en fait dédié à de la formation, de l'accompagnement socio-pro. Et donc, voilà, c'est un moment où on ne travaille pas, mais un moment où on travaille sur son avenir. Sur sa boîte à outils et sur tout ce qui peut permettre d'être le plus employable et le plus épanoui possible. Et qui est peut-être du coup aussi au-delà je dirais, du business as usual de l'insertion tel qu'il peut exister dans votre secteur. Parce que ce que tu me disais en préparant aussi cette table ronde, c'est que cette structure Lemonade est assez unique. Et vous prenez peut-être des personnes qui sont plus loin, on va dire, de l'insertion que d'autres acteurs. Alors, par rapport à la typologie des personnes qu'on accueille, on est quand même plutôt vers on est quand même une structure assez sélective finalement, parce qu'il y a des contraintes fortes liées au métier. Je donne un exemple très concret. Les gens comprennent majoritairement le permis de conduire. Et ça, c'est déjà quelque chose qui est un levier d'employabilité fort. Dans le monde de l'insertion, il y a des structures qui prennent des gens beaucoup plus éloignés. Si vous allez sur ce qu'on appelle le dispositif premières heures, c'est concrètement des gens qui sont à la rue et à qui on donne les premières heures de travail.
Nous, on est très loin de ça, hein. C'est des gens qui sont à temps plein chez nous, qui n'ont pas de problème fort d'addiction ou voilà, qui sont finalement dans cette dernière phase où il faut leur donner un coup de pouce pour que derrière, ils soient sur les meilleurs rails possibles. En revanche, ce qui est un peu différenciant, c'est tout l'effort, l'ingénierie, les moyens qu'on met sur le volet formation et accompagnement. Merci beaucoup pour ce partage, Augustin. Et je me tourne maintenant vers vous qui nous écoutez, justement, parce qu'on a détaillé et présenté l'impact business model propre de Lemon Tree, fait en tout cas un focus sur le volet social. Et il y a aussi, comme vous pourrez le voir sur leur profil public, le volet environnemental. Vous, dans votre entreprise, justement, si vous êtes une entreprise certifiée B Corp ou avez-vous travaillé aujourd'hui dans le BIA pour vous améliorer, quel IBM avez-vous activé? Alors, est-ce que vous êtes dans la catégorie justement de toutes les entreprises qui ont à minima cet IBM obligatoire dans la gouvernance qui s'appelle mission protégée? Est-ce que vous en avez un aussi propre à votre offre? Donc, vous avez déjà commencé à se transformer le centre le cœur de votre modèle d'affaires, ou est-ce que vous en avez même 3, ce qui est assez exceptionnel, ce qui est le cas notamment de Lemon Tree, ou vous n'avez peut-être pas compris ce que c'est qu'un IBM, et j'ai une invitation pour vous à la fin de ce webinaire pour justement répondre aux questions que vous pourriez avoir. Et maintenant, place au retour d'expérience de Davines, puisque vous aussi, vous avez bien travaillé sur la partie IBM avec je dirais une spécificité dans votre parcours B Corp, puisque la première certification a été pilotée au global. Et Adèle, toi, tu as vécu la deuxième certification, puisque le parti pris a été de dire en 2020 que chaque filiale du groupe remplit son BIA pour pouvoir progresser. Et le constat à l'arrivée, c'est encore une fois une progression assez significative, parce que vous êtes passé d'un score de 99 à 117. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que tu as appris, toi, l'exercice, et comment ça vous a aidé à aller au-delà peut-être des pratiques RSE en place? Ouais. Alors, en effet, quand on a été certifié en 2016, en fait, le siège, l'Italie, envisageait la certification depuis 1 an. Donc, il s'était préparé. Et en fait, ils voulaient se certifier seuls. Et à la demande de Bilab, ils ont dû certifier également les filiales. Donc, nous, ça a été un petit peu plus soudain, un peu plus imprévu. On n'avait pas envisagé la certification pour les filiales. Donc, on a eu une espèce de première estimation de notre potentiel sans qu'aucun process ait été mis en place au niveau local. Donc, finalement, le score qu'on a obtenu est plutôt honorable en premier lieu, la première certification qu'on a eue, parce que l'ADN de Davines fait qu'il y avait plein de choses qu'on faisait déjà. Et pour la recertification, en fait, Davines a fait le choix d'envisager les choses avec un BIA par entité pour mettre en fait en valeur la performance individuelle des 6 filiales de l'époque, parce qu'on en a une de plus aujourd'hui qui est arrivée en 2023, là, qui est en Allemagne. Et elle a créé, le siège nous a créé des plans d'amélioration personnalisés. Donc, c'était quelque chose de beaucoup plus impliquant que la première fois où on était un peu comme un cheveu sur la soupe, on s'est rajouté dans l'histoire et on a fait notre BIA. Là, pour la deuxième fois, c'était plus structuré, plus impliquant. Et en fait, le fait de séparer les choses, ça a permis d'identifier les écarts entre les différentes filiales. Et on a progressé grâce à une dynamique d'entraide. On fait régulièrement des réunions entre membres B Corp des différentes filiales. Ça crée une synergie, une énergie de groupe. Ça crée aussi une forme de saine compétition, on pourrait dire, parce qu'il y a quand même un petit peu, on se compare entre les filiales, même si parfois il y a des sujets qui sont pas comparables, mais ça crée une bonne chose. Et le siège élabore en fait un plan sur 3 ans avec toutes les actions à mettre en place. Et on effectue un suivi annuel, enfin plus régulier que annuel, mais en tout cas tous les ans, on a pris cette pratique-là, on a pris cette bonne pratique d'utiliser le BIA tous les ans pour voir en fait où on en est dans la réalisation de nos objectifs et dans l'avancement de notre plan. Donc pour nous, le bond, il a été fait parce qu'on a réussi à rationaliser et objectiver notre approche RSE. Et en fait, on n'avait pas mesuré l'impact de plein d'actions qu'on faisait déjà et ça nous a permis de mettre ça en lumière.
Notamment, on le voit en fait avec le score global à l'écran sur la partie environnement. Justement, Martha, est-ce que tu peux nous dire, vous, en tant que justement entreprise du secteur des cosmétiques, comment vous allez au-delà du business as usual? Et je pense notamment à vos pratiques en matière environnementale. Oui, tout à fait. Bien sûr, pour nous, déjà, la certification B Corp, c'est quelque chose qui rentre dans cette idée d'aller au-delà du business as usual, parce que effectivement, déjà en 2016, cette certification nous a permis de nous poser des questions que on n'aurait pas on se serait pas adressé forcément si on n'avait pas passé la certification, notamment par rapport à notre domaine d'expertise, à la taille de notre entreprise et aussi à plein d'autres aspects justement qui ne sont pas forcément implicites à notre business. Et donc, effectivement, déjà, ça, c'était un premier pas vers se poser des questions autres que uniquement ce qu'on mettait déjà en place, notamment en compensation des carbones, etc. Donc déjà, ça, c'est quelque chose qui a été très important pour nous, comme le disait Adèle, et qui nous a permis de nous structurer. Or, cette certification, donc la première en tout cas, elle date de 2016 et en 8 ans, on a réussi, on a commencé en fait à s'interroger sur quel serait le step d'après et comment effectivement pouvoir aller au-delà de notre business, au-delà même de la certification et avec quel type de projet, quel type de pratique. Donc, c'est ainsi qu'on a commencé donc à réfléchir à quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. Donc, deux piliers très importants pour nous qui sont la décarbonisation et la biodiversité. Et nous avons commencé en collaboration avec le Rodel Institute. C'est une organisation à but non lucratif des États-Unis qui a vu sa naissance en Pennsylvanie et en fait qui est un centre de recherche spécialisé dans la recherche donc sur l'agriculture biologique régénératrice et donc la régénération. Effectivement, en tant qu'entreprise, on a décidé en fait, on a ce projet ambitieux de passer de l'être en business qui réduit son impact sur l'environnement à devenir en entreprise qui a un impact positif sur l'environnement. Donc ça, c'est notre ambition sur le long terme et cette collaboration avec le Rodel Institute concrétise effectivement cette envie. C'est ainsi que début 2022, nous avons ouvert ce qu'on appelle l'EROC. Donc, on le voit très bien il est juste à côté donc du jardin botanique qui est présent sur notre slide de présentation. Et en fait, c'est le European Regenerative Organic Center, donc la branche européenne du Rodel Institute en collaboration avec le groupe Davines. Ça base donc en Italie, en face donc de notre village, de notre siège, qu'on appelle le village Davines. Et en fait, nous avons aussi embauché une équipe avec un directeur de recherche, Dario Fornara, qui s'occupe donc de développer ces recherches au sein du centre, épaulé par 2 agronomes qui s'occupent effectivement des cultures qui sont expérimentales, en fait, qu'on étudie dans ce centre. Donc, ça, c'est quelque chose, en fait, qu'on a choisi, notamment parce que ce type de méthode agricole ont le potentiel de séquestration, donc de renfermer les émissions de CO2 dans les sols tout en le rendant plus fertile. Ça, c'est une question, donc, en augmentant, en améliorant la biodiversité, en préservant la biodiversité aussi des sols. Et ça, c'est une question qui nous tient particulièrement à cœur, parce que effectivement, on est dans la cosmétique et nous avons des ingrédients actifs aussi dans nos produits qui nous permettent de concrétiser tout ça aussi à notre niveau, dans notre business, mais aussi parce qu'il y a une dimension
dans ce projet collectif. Donc, l'idée de ce centre de recherche, ce n'est pas uniquement de garder ces recherches sur ces méthodes agricoles uniquement pour Davines, mais justement de les partager avec d'autres entreprises, de les partager, que ce soit aussi bien dans la cosmétique, mais aussi dans l'agroalimentaire, par exemple, ou aussi avec des universités ou de ONG qui seraient intéressés à en savoir plus sur ces nouvelles pratiques. En plus de cela, nous avons des formations qui sont prévues pour des agriculteurs qui souhaiteraient se former justement à l'approche régénérative. Effectivement, donc ce projet, nous l'avons déjà, en plus de l'équipe que nous avons mis en place, financé avec un montant de 100 000 € sur 2 ans pour justement pouvoir soutenir les recherches de notre équipe. Mais c'est ouvert aussi à d'autres sponsorships, d'autres entreprises qui souhaiteraient effectivement mettre à profit les recherches pour tout le monde et participer activement pour le changement climatique. Donc, Merci Martha, parce que c'est un super exemple que tu nous montres en fait de là où vous auriez pu poser breveter et fermer, vous partez dans une logique de collaboration et d'open source. Et justement, Davines a aussi une autre initiative hyper inspirante, je trouve, au sein du mouvement B Corp, c'est que vous êtes parmi les initiateurs de la B Corp Beauty Coalition. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette coalition qui a été lancée l'année passée? Et puis, s'il y a des entreprises qui nous écoutent, qui veulent la rejoindre, est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça se passe? Bien sûr. Donc, la B Corp Beauty Coalition, nous avons rejoint la B Corp Beauty Coalition dès sa naissance. Donc, on était un peu parmi les entreprises qui ont initié ces mouvements en janvier 2022. Et cette coalition naît au sein de B Corp même pour pouvoir améliorer les standards des durabilités dans le domaine de la beauté. Donc, c'est une ambition assez générique, mais qui se concentre finalement, enfin, les travaux qui ont été effectués de la part des entreprises qui ont pris part à cette coalition se concentrent principalement sur 3 aspects. C'est-à-dire l'amélioration, en premier lieu, l'amélioration du packaging, mais aussi l'amélioration de la supply chain, donc de toute la partie logistique avec des pratiques plus durables, et aussi la question de l'approvisionnement de matières premières durables et d'ingrédients d'origine naturelle. Donc, ça, ce sont les 3 champs d'expertise qu'on souhaite développer sur le long terme, et nous avons rencontré un grand succès, on peut le dire, depuis 2022, parce que nous avons plus que doublé les participants de les membres de cette coalition, et nous sommes en mars, donc ce mois-ci. La dernière donnée que nous avons, c'est de 66 membres, alors qu'on était juste 26 quand nous avons commencé en 2022. Donc ça, c'est un peu pour la partie bilan, oui. Impressionnant. En l'occurrence, de 6 à 66, oui. Progression en 1 an. Bon, oui, tout à fait. Et en fait, là, la dernière initiative qui a vu les jours justement ce mois-ci, c'est aussi le The Beauty Navigator. Donc, c'est l'idée justement de pouvoir rendre public ces recherches pour les entreprises qui souhaiteraient en fait les consulter. Donc, c'est une librairie online open source, donc à laquelle tout le monde peut accéder pour effectivement consulter les premiers résultats de nos travaux sur ces 3 thématiques principales. Donc pour revenir à ta dernière question, comment on peut rejoindre ces mouvements? Bien évidemment, il y a quelques prérequis à remplir avant de pouvoir faire partie de la Beauty Coalition. Donc, le premier, c'est bien évidemment le fait d'être certifié B Corp. Le deuxième, c'est d'être dans le domaine de la cosmétique ou bien d'être en fournisseur dans ce domaine, donc d'être en quelque sorte lié au domaine de la cosmétique et de la beauté.
Et aussi avoir donc cette envie de partager ses recherches et donc de pouvoir collaborer ensemble dans un esprit justement collaboratif et pas forcément des compétitions. Donc ce partage d'informations et l'acceptation de cette attitude est aussi un prérequis pour entrer dans la coalition. Donc la collaboration au-delà de la compétition, ça c'est encore aussi un bon exemple, je dirais, de business as usual, où on dépasse, on va dire, un petit peu les guéguerres de parts de marché, pour aller trouver des solutions ensemble à des défis qui dépassent largement, en fait, une seule entreprise. Je vois l'heure passer et je vous propose une dernière question pour finir cette table ronde, et après on prendra vos questions que je vois posées dans le chat. Quel est le conseil que vous donneriez chacun, chacune, à une entreprise qui est en mouvement justement vers Bicorp ou vers sa recertification, parce que c'est aussi un défi qu'en tout cas vous avez rencontré. Quel serait-il pour les aider à avancer? Je vais ouvrir le bal. Déjà, en fait, alors, si on reprend ce qu'ont partagé Augustin, Martha, Adèle, par exemple, ce qui est vachement intéressant, c'est de se rendre compte que le B-Impact Assessment est un super outil pour trouver des idées nouvelles sur des choses à faire pour avoir un meilleur impact. Mais en même temps, on voit aussi qu'il ne faut pas partir systématiquement de là. Je pense que, par exemple, Augustin, quand il raconte la façon dont ils embarquent des travailleurs qui ont des profils particuliers, c'est pas uniquement parce que ça active un IBM de Bicorp, c'est parce que ça fait sens avec son activité. Par contre, s'il y a un trait commun que je retrouve dans nos 3 projets d'entreprise, c'est le fait que globalement, quand on engage des choses qui ont un vrai potentiel d'impact, on ne les garde pas pour nous, on les partage avec l'écosystème, et ça on le retrouve beaucoup. Alors moi, pour aller au-delà, ce que je veux vous dire déjà, c'est que le BIA, aujourd'hui, il est accessible gratuitement, et s'il y a 1000 Bicorp certifiés en Europe, il y a plusieurs dizaines de milliers d'entreprises dans le monde qui ont un compte sur ce BIA pour découvrir les thématiques, les exigences attendues en fait au niveau de la certification, etc. Donc, en fait, c'est un super outil pour trouver des sources d'inspiration et des idées, voire pour découvrir quel peut être le niveau d'exigence qu'il faut mettre pour être au niveau des enjeux de notre temps, au niveau social et environnemental. Voilà, c'est le premier truc. Ensuite, puisqu'il y a tant de Bicorp désormais, c'est de vous connecter à des Bicorp que vous connaissez de près ou de loin pour qu'elles puissent vous raconter plus précisément comment ça a pu leur être utile. Et puis, n'hésitez pas aussi à creuser les complémentarités avec d'autres dispositifs. On a évoqué ESUS avec Augustin. Moi, j'ai évoqué un peu la société à mission. Tout ça, c'est d'une richesse inouïe pour aider les entreprises à se réinventer. Donc, il ne faut pas hésiter à s'en servir. Et je te remercie pour le partage qu'on remettra aussi dans l'email de suivi du webinaire sur les complémentarités société à mission et Bicorp pour ceux qui nous écouteront en replay. Merci. D'autres conseils parmi vous? Alors, Augustin, vas-y. Honneur aux dames. Moi, j'aurais dit que chaque action, même petite, a un sens et un impact sur son environnement. Donc, il faut rien minimiser. Et ça, on en prend conscience, je trouve, grâce au BIA et au système de points. En fait, on voit l'impact de chaque geste qu'on peut avoir. Il faut aussi être organisé, ne pas hésiter à communiquer, à échanger, en effet, avec la communauté Bicorp. Et à valoriser aussi chaque action, à communiquer autour de ce qu'on fait. Parce qu'en général, on n'a que des retours positifs et les retours positifs, c'est quand même quelque chose qui est assez moteur quand on traverse l'épreuve de la certification ou de la recertification. Parce que quand c'est la première fois, on a un petit peu dépassé, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses à fournir. Mais c'est qu'une ébauche. Je pense qu'il ne faut pas chercher à être trop précis. Il faut essayer de dégrossir un peu le trait pour avoir une idée de où on en est et où on veut aller. Et ensuite, en fait, naturellement, on acquiert une méthodologie qui consiste à mesurer, se fixer des objectifs et mettre en place des actions. Merci Adèle. Et Augustin pour compléter. Martha? Non? Un complément de ton côté? Non, on a travaillé justement avec Adèle sur ça. Oui. Ok. Et alors Augustin, de ton côté? Moi, je souhaiterais partager un peu une synthèse de ce que vous dites. Je suis parfaitement aligné. Et en fait, je trouve que ce qui est très intéressant, c'est toutes les questions que ça nous fait nous poser. Et finalement, on revoit nos décisions quotidiennes
à travers ces nouvelles lunettes de l'impact, qu'elles soient environnementales, qu'elles soient sociales, que ce soit des sujets de gouvernance, de respect des parties prenantes, de collaboration, etc. Et donc, avoir ces lunettes qui sont mises systématiquement, ça, c'est très intéressant. Et puis, de façon beaucoup plus profonde, et je remercie Thomas d'avoir insisté là-dessus, c'est sûr que une des forces de Bicorp, c'est de valoriser la façon de mettre l'impact au cœur de l'activité. Et là, il y a quand même beaucoup d'entreprises, soit existantes, qui ont besoin de se réinventer et qui ont besoin de renverser un peu leur modèle, soit pour toutes les entreprises qui se créent, de se créer Bicorp compatible, ou en tout cas Bicorp Spirit. Et nous, ça a été notre cas, c'est-à-dire que dès la création, on avait déjà, finalement, sans le savoir, cette approche. Et c'est ça dont on a besoin. Parce que il y a urgence. Il a raison, Thomas. Les limites, là, c'est maintenant. Hein, donc, il n'y a plus le temps de tergiverser. Il faut aller vite. Effectivement. Merci, je te rejoins complètement. C'est aussi notre histoire chez Wiser Impact de s'être créé, on va dire, Bicorp Spirit. Et moi, en tout cas, mon conseil, c'est d'utiliser ce questionnaire comme un moyen de se challenger et d'aller plus loin. Et pour vous donner, nous, un exemple, c'est clair que je dirais sans Bicorp, on ne serait jamais poussé aussi loin dans la formalisation de notre démarche pro bono, qui est quelque chose, moi, qui me tient personnellement très à cœur. Et voilà, pour un cabinet de conseil qui se lance, de dire il y a 5% du temps de l'équipe qui est sur des projets pro bono, et c'est fixe et c'est non négociable, c'est un investissement et c'est du coup aussi un renoncement, comme le disait Thomas, c'est un renoncement à dire, bah oui, en fait, ça veut aussi dire qu'à un moment, il y a des business qu'on prendra pas parce qu'il y a ce temps, en fait, en tout cas, ce temps d'équipe qui est très fort. Et aussi l'investissement dans la formation comme les Lemonade me paraît un essentiel, en fait. Donc, ça veut dire peut-être une croissance moins rapide, mais pour moi, une croissance qui a plus d'impact et qui est plus durable. Donc, merci beaucoup à tous et à tous les 4, en fait, pour votre intervention et ce que vous avez partagé. Et moi, une invitation pour ceux qui nous regardent en direct ou en replay. Si jamais vous avez des interrogations sur comment rejoindre cette communauté, n'hésitez pas à réserver justement une consultation avec notre équipe. Si vous avez des interrogations sur ce chemin vers Bicorp et notamment sur ces fameux IBM, on y répond très volontiers pour ne pas vous laisser sur le bord du chemin. Et puis, je vois des commentaires, surtout dans côté chat et les questions, j'ai l'impression qu'on y a toutes répondu. Parce que si je prends la dernière question qui apparaît sur la Beauty Bicorp Coalition, on avait effectivement bien précisé, en tout cas Martha a bien précisé, qu'il y a des acteurs au-delà des marques productrices, mais aussi des fournisseurs, donc des personnes qui sont en lien avec la Beauty Coalition. Avec l'industrie de la beauté, plus généralement. Et vu le temps d'antenne, je propose de justement conclure et atterrir en remerciant ceux qui sont connectés en live et en remerciant surtout nos panélistes. Merci pour votre temps et vos partages. Et rendez-vous dans notre salle de débrief. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci. Merci, au revoir. Merci.